Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce panel. On va discuter beaucoup d'éco-conception, de cycle de vie, de traçabilité, d'innovation. Bref, on va parler des choses qui doivent vous intéresser parce que ça a des impacts directs sur votre entreprise, tant au niveau de son positionnement dans la chaîne de valeur, tant au niveau de l'attraction, la rétention de votre main-d'œuvre, tant aussi votre coût de capital. Là, vous me demandez ou vous vous demandez comment ça se fait. Restez avec nous, vous allez voir ça. Dans la prochaine heure, on va discuter de tout ça avec mes deux invités. Très heureux d'avoir notre hôte aussi pour la journée, Miguel Garcia Claro, qui va se présenter. Vous allez voir ça, c'est extraordinaire ce qu'il fait ici chez Bombardier. Et nous avons aussi Florent Bougouin de Optech qui, je vous demande, tiens, tout de go de vous présenter. Alors, qu'est-ce que vous faites de bon, Miguel, chez Bombardier? Qu'est-ce que tu fais de bon? Bonjour tout le monde, mon nom c'est Miguel Garcia. Je suis responsable de l'éco-conception de produits et gestion environnementale. Chez nous, on est une équipe dédiée qui commence à vraiment intégrer des principes de durabilité dans les choix de nos matériaux, de nos procédés et nos produits, tout en bénéficiant les produits de nos clients à la fin. Donc, très content d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Tani. Merci, Miguel, de votre hospitalité également. Et Florent. Bonjour, merci. Bonjour tout le monde. Florent Bougouin, papa de 2 enfants, chef de la direction technologique pour le groupe Optel, vice-président exécutif. En fait, Optel, on est une belle business québécoise, certifiée B Corp, une multinationale, 600 employés dédiés à la traçabilité. En fait, on numérise les chaînes d'approvisionnement de bout en bout avec nos technologies de traçabilité. Et pour en faire quoi, vous me direz, à la fin, c'est pour rendre les chaînes d'approvisionnement plus performantes et plus durables. Puis quand on parle de chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas uniquement les achats, c'est aussi la logistique, c'est aussi la revalorisation du produit. Donc autrement dit, l'ensemble du cycle de vie du produit ou une chaîne de valeur. Alors c'est pour ça, vous allez voir qu'on va parler de production parce que il faut repenser nos modes de production et aussi nos modes de consommation. Il faut repenser toute la conception des produits, l'approvisionnement et les opérations. Vous allez voir, on a des exemples très concrets à vous partager parce que il faut planifier une consommation et un approvisionnement beaucoup plus durable et responsable. Ce que ça veut dire, c'est que le processus d'acquisition d'un bien, et vous allez le voir dans l'exemple avec de Miguel, ça doit répondre à un besoin, bien sûr, qui intègre non seulement les critères de qualité, les critères de coût, mais maintenant, ça intègre également des critères, 2 autres critères, environnement et sociaux. Alors, vous allez voir, ce sont des prérequis aujourd'hui pour avancer davantage dans la chaîne de valeur. Alors, je vais demander à Miguel de nous présenter rapidement l'expérience de Bombardier dans le cycle de vie ou du moins dans l'évaluation de l'empreinte carbone. OK, merci beaucoup, Dani. Donc, vous voyez la slide dans laquelle on présente l'empreinte des différents types d'industries au niveau CO2. On peut remarquer que l'industrie du transport, c'est autour de 13-18%, ça peut varier selon les analyses. Et si on s'attarde sur l'industrie de l'aviation, on est autour de 2%. Maintenant, Bombardier, dans les cas spécifiques de nos produits, on est à 0,04% de cet impact. Donc, ça veut dire que l'impact de l'industrie, en gros, n'est pas énorme si on compare avec le reste des industries. Cependant, nous avons un engagement clair, concret, avec des étapes très challengeantes, bien sûr, et en travaillant justement avec notre supply chain, avec nos fournisseurs, pour arriver à là. Donc, ce que je veux dire avec cette slide, c'est qu'on est conscient de notre impact et bien sûr,
on est prêt à relever les défis. Donc, notre CIO a bien sûr tenu compte de ces objectifs en tant que réduction. On a ciblé des objectifs de réduction de 20% de consommation d'énergie et de 25% de réduction des gaz à effet de serre. Bien sûr, investissement de 50% dans la recherche et développement des technologies plus propres. Donc ça s'applique directement dans l'ingénierie de nos produits. Donc on est vraiment très conscient de cet effet boule de neige qu'il peut y avoir dans tout ce que nous faisons dans la prise de décision en amont. Donc on est conscient que la prise de décision en amont est clé pour tout ça. Donc on a 3 objectifs rapidement: appliquer ces principes dans les opérations, appliquer dans le développement de produits, donc dans l'ingénierie de nos produits, et bien sûr être des leaders dans l'industrie et en collaborant avec différentes associations pour relever les défis. Donc les cas spécifiques dont Denis parlait tout à l'heure, c'était l'analyse des cycles de vie et la déclaration environnementale produit que nous avons fait sur le type d'avion que vous voyez à l'écran. C'est l'avion Global 7500, c'était un des plus gros avions aujourd'hui disponibles sur le marché pour l'aviation d'affaires. Cependant, cet avion a été conçu en pensant au cycle de vie et on a dit, OK, on va analyser, on va savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le cycle de vie du produit. Donc, on s'est dit, OK, la seule façon de le faire, c'est vraiment en allant travailler avec nos fournisseurs pour qu'ils nous donnent les informations, mais ce n'était pas évident. Donc, on a dû inventer nous-mêmes une façon de collaborer avec eux, de former dans certains égards, former comment collecter les informations et pouvoir faire ce que nous avons fait, une analyse complète. Donc ici, rapidement, c'est 5 étapes. La première étape, c'est définir c'est quoi les règles, parce qu'on peut faire ça à multiples façons, mais la première chose, c'est définir des règles qui sont en lien avec la science. On ne va pas s'inventer, on ne va pas faire quelque chose qui est vraiment improvisé. Donc, on a suivi des règles très claires pour développer des Product Category Rules. C'est des règles qui nous disent comment faire les analyses. Ensuite, on a parcouru le cycle de vie de nos produits pour aller collecter les informations une à une. Après, en troisième étape, on a développé la déclaration en tant que telle. Elle a été validée par une tierce partie selon les standards ISO 14044. Et on a fait la validation de notre analyse et de notre document pour enfin faire une déclaration, une première au monde dans l'aviation commerciale, quand on l'a fait avec la C-Series, aujourd'hui A220, et avec les Global 7500. Pardon, excuse-moi. Juste pour illustrer tout ça, qu'est-ce que nous avons inclus? Nous avons inclus les phases en amont, c'est-à-dire les upstream, donc tout ce qui est raw materials, matériaux à la source, tous ces procédés. On a parcouru comment c'était assemblé, fabriqué, transporté. Ensuite, on a utilisé la phase d'utilisation du produit. On a assemblé nos produits, on a vendu les produits volent, mais les produits aussi ont besoin de pièces de rechange. Donc, toute cette partie de mapping, de comment les pièces de rechange sont utilisées, fabriquées encore une fois. Donc, on se rend compte que la pièce, une seule pièce n'est pas suffisante pour l'avion. Donc, il faut fabriquer 4 fois la même pièce pour la vie de l'avion. Donc, tout ça, on l'a mappé. C'était vraiment un travail exhaustif. Ça nous a pris 5 ans de collecte de données. On a travaillé avec plusieurs équipes de bombardiers à collecter les informations, à les valider. Et important de remarquer, on a collaboré avec tous nos fournisseurs pour que les données soient les plus précises possibles et d'une façon concrète au niveau scientifique. Bien sûr, on inclut la fin de vie. La fin de vie, on a dit les avions un jour ils vont partir en fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Donc les filières de recyclage, de valorisation énergétique, on les a mappées. Et aujourd'hui, cette technologie ou cette façon de faire, on l'utilise pour des matériaux des intérieurs, par exemple d'avions. On fait la même chose avec nos fournisseurs d'intérieur. On fait avec la méthodologie d'analyse des cycles de vie, on calcule l'impact des tests de vol de nos avions. Donc, on utilise des carburants alternatifs pour justement modéliser l'impact. Et bien sûr, on se rend compte que les carburants alternatifs vont utiliser les principes de circularité parce qu'ils vont utiliser une ressource, un déchet, pour pouvoir l'intégrer dans nos façons de faire. Et on est en train de développer ce qu'on appelle les EcoJet, dans lesquels on va, toutes les leçons apprises au niveau de l'analyse des cycles de vie, on va l'intégrer dans cette plateforme de recherche pour commencer à l'appliquer de plus en plus. Donc, comme je dis, à un moment donné, on a fait une espèce de photo de l'état actuel
de nos produits. Et il y a beaucoup de challenges, je pense à mon collègue chez Optel, il y a beaucoup de challenges à intégrer ça d'une façon plus dynamique, avec des données qui sont à jour plus rapidement, parce que quand même ça nous a pris beaucoup d'années, mais il faut aller plus vite. Donc je pense que la solution que Optel propose à un moment donné, ça peut nous permettre d'aller plus loin dans cette pensée. Avant d'aller te voir, Florent, alors si j'ai bien compris, ça vous a pris 5 ans recevoir, analyser les données de vos fournisseurs et c'est la première déclaration environnementale de l'industrie. Bombardier est le premier à pouvoir le faire, c'est ça? Exactement. Donc, dans l'industrie aérospatiale, il n'y a personne d'autre qui a fait une analyse complète du cycle de vie d'un produit si complexe comme un avion. Donc, pour les Global 7500, on a analysé autour de 300 000 pièces détaillées. 300 000 pièces? Détaillées. 300 000 pièces. Okay. Donc, beaucoup de flux de matière-énergie pour mesurer. Cependant, les 5 ans, c'est parce qu'on a suivi le processus de développement du produit. Donc, le produit a pris 5 ans à être développé. Donc, on était aligné avec les fournisseurs, comment ils développaient les solutions. Donc, au départ, on avait des données, pas de très bonne qualité, parce que lui-même, il ne savait pas la matière, l'énergie consommée. Petit à petit, ça a mûri et on a su, à la fin, les chiffres finaux pour l'intégrer dans l'analyse. Miguel, tu as bien dit que vous avez pris comme une photo dans le temps, ceux qui ont mon âge, on disait un Polaroid de la situation. Exact. Je me tourne vers Florent. À ce moment-là, ça, c'est plus statique, mais je comprends que dans la traçabilité, il y a du dynamique ou du dynamisme aussi à y intégrer. Oui, tu as tout à fait raison. C'est pas mal la suite, en fait. Et c'est incroyable ce qu'ils ont fait, franchement, chapeau, de voir comment Bombardier est en train de transformer l'industrie. Si je pose un regard critique sur ce qu'ils ont fait, c'est que c'est statique. Puis vous l'avez vu, depuis ce matin, on parle des bouleversements dans les chaînes d'approvisionnement. Je suis persuadé que la chaîne d'approvisionnement de Bombardier d'il y a 5 ans, que je ne connais pas, n'est plus la même aujourd'hui. Donc les chaînes changent tellement vite, vos fournisseurs vont changer, les routes logistiques vont changer, il y a des changements climatiques qui arrivent et qui vont faire qu'une opération va s'arrêter, il faut trouver une deuxième source, etc. Donc quand vous êtes dans un mode mesure de l'empreinte carbone, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je veux voir la vraie vie qui est en train de se dérouler sous mes yeux sur mes produits? Et là, on parle de dynamisme. Et pour avoir le dynamisme, donc la véritable photo au moment où on se parle, la traçabilité est un excellent outil. Parce que la traçabilité va créer les liens entre les différents acteurs des chaînes de valeur, en amont, en aval, au sein de l'usine manufacturière. Et imaginez-vous que vous avez une tour de contrôle qui vous permet de voir tout ce qui se passe sur votre chaîne d'approvisionnement et qui vous permet de voir, quand je dis tout ce qui se passe, c'est de voir l'empreinte carbone de votre organisation. On peut parler d'une ACV organisationnelle, scope 1, 2 et surtout le scope 3 et surtout des ACV de produits étant par exemple un avion. Et là, vous verriez un avion dans toute sa splendeur avec son scope 1, 2, mais surtout son scope 3. Et je crois qu'aujourd'hui, l'urgence climatique nous montre qu'il faut qu'on travaille tous sur le 3. Fait qu'avant de courir, on va marcher. On commence par le 1, on ensuite sur le 2. Mais le scope 3 est à l'agenda de tous. Surtout quand vous voyez les réglementations qui arrivent. Je suis content de voir que nos gouvernements sont en train de légiférer, peut-être à mon avis pas assez vite, mais ils sont en train de mettre la pression à lui, parce qu'il commence par les plus gros. Mais ce que lui va faire, en tout cas il ne me l'a pas dit là, mais moi je pense que ça va descendre là. Et puis quand vous allez avoir le Inflation Reduction Act qui arrive de Biden aux États-Unis, qui demande de voir tout le matériel qui arrive dans un avion par exemple, dans une voiture, ils veulent s'assurer qu'un certain pourcentage du Bill of Material est made in North America. On est en dynamique là. La traçabilité va vous aider. Mais quand au même moment, SEC, Security Exchange Commission des Nations Unies, vont à partir de l'année prochaine obliger les compagnies publiques comme Bombardier et d'autres à déclarer leur scope 1, 2 et 3 real time, ben là ça va être pareil. Comment ils vont faire? Ils vont devoir avoir ce mapping dynamique. Donc vous commencez à voir que la pression descend et puis ça va descendre à tout le réseau qui travaille pour Bombardier par exemple.
Alors, c'était un éclairage que je voulais t'amener. On va revenir là-dessus, très important parce que je comprends qu'il n'y a pas tous des bombardiers dans la salle. Vous avez une entreprise petite, moyenne, grande, avec aussi des enjeux. Si vous ne le savez pas encore, vous allez faire face à ces enjeux-là, des enjeux de déclaration environnementale. Et voici pourquoi. Si je me tourne vers toi, Miguel, vous avez travaillé avec des fournisseurs qui, eux autres, n'étaient pas prêts à vous fournir les données. Exactement. Comment vous avez fait ça? Comment vous avez mobilisé vos fournisseurs pour être en mesure d'obtenir ces données-là? Merci, Denis, pour la question. En fait, la première étape que nous avons réalisée, c'était d'écrire le plus clair possible, c'était quoi les besoins en termes d'information. Dans le cas de la C-Series, quand on l'a fait, c'était plus une démarche un à un dans laquelle on travaillait avec nos fournisseurs pour dire on a besoin de ces informations, ils acceptaient ou ils n'acceptaient pas à un moment donné. Plus les produits maturaient, on pouvait peut-être avoir de meilleures discussions et à la fin, on a obtenu toutes les données. Dans le cas du Global 7500, on a dit, bon, maintenant, on a pris, on va mettre ça dans les contrats. On a dit, on a un requis très clair d'ingénierie, vous devez nous donner les informations. Encore une fois, il y avait plusieurs fournisseurs qui ne savaient pas de quoi je parlais. Et ils disaient, OK, je signe parce que je vais avoir les contrats pareils. Mais quand on s'est asseyé ensemble, on disait, OK, voyons voir qu'est-ce qu'il faut faire. De là, ils disaient, je ne comprends pas, aidez-nous. Donc, on a joué un rôle de support à la supply chain, de dire, on va former, on va collaborer avec vous pour comprendre comment collecter ces données. Et donc, dans notre Product Category Rules qu'on a développé pour l'industrie, on explique de quelle façon on peut faire des analyses des usines en termes de consommation d'énergie, déchets, production, consommation d'eau. Donc, il y a eu une formation, un apprivoisement au départ qui n'était pas évident. Et plusieurs d'entre eux, ils ont compris et ils sont partis tout seuls. Des autres fournisseurs, il a fallu du temps avant qu'ils arrivent. Des autres, ils ne voulaient même pas. Et à la fin, ça a été comme, OK, je vous montre, 98% de nos fournisseurs ont rempli l'information. Vous, 2%, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne pouvez pas? Des fois, c'était vraiment tellement complexe, leur supply chain à eux, qu'ils n'étaient pas capables de collecter les informations. Donc, on parle de Tier 1, Tier 2, Tier 3 suppliers. Ils allaient très loin. Donc, je pense que ce qu'ils ont appris, la plupart d'entre eux, c'est mettre un système en place de collecter l'information vers sa supply chain à eux pour pouvoir donner l'information au donneur d'ordre final. Et je pense que ça demande beaucoup d'efforts et je pense que c'est l'influence que Bombardier a pu avoir dans sa supply chain était positive à ce niveau-là. Et je pense que dorénavant, on pourra facilement demander l'information. Ils vont dire, OK, on a déjà un système en place, on va renouveler l'information, mais ça a été compliqué au départ. Compliqué, vous avez dû former aussi vos fournisseurs, les amener à pouvoir vous permettre de vous fournir cette information-là. Mais Florent, tu parles que dorénavant, les grandes entreprises qui sont listées à la bourse vont devoir faire de la divulgation sur leurs produits, divulgation sur leur impact sur l'environnement, leur impact sur le climat. Ça veut dire, si moi je suis une grande entreprise puis je veux divulguer tout ça, il faut que j'aille voir aussi mes fournisseurs. Et mes fournisseurs, il y en a ici qui n'ont peut-être pas les outils pour pouvoir évaluer pas le cycle de vie, mais l'empreinte environnementale ou climatique de leurs produits. Y a-t-il un moyen de les aider, les entrepreneurs qui sont ici aujourd'hui? Denis, c'est la question du jour, puis je crois que la réponse est oui. Puis on a vu Québec International, enfin Investissement Québec, pardon, nous parler de différents programmes. Québec International en a d'autres, le MELCC, le fédéral. On a le privilège ici d'être au Québec et au Canada, parce qu'ailleurs dans le monde, c'est plus tough. Et nous, parce qu'on a des programmes de financement énormes qu'une PME peut aller chercher. Vous avez peut-être entendu parler du fonds EcoLeader, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ce qui va permettre, ce fonds-là, c'est de financer des PME pour accéder à des outils qui vont leur permettre de mesurer leur empreinte carbone. Et aujourd'hui, un outil de traçabilité de base
qui va vous permettre de voir votre empreinte carbone, vous la petite PME, et d'être capable de dire à Monsieur Bombardier, c'est ça mon empreinte carbone, ça ne coûte pas très cher. Ça coûte OK. pas... Combien ça coûte? Ça ne coûte pas 1 million, j'espère? 30 000. Combien? 30 000. 30 000 30 000 $ et tu as un fonds EconoLeader qui vient derrière. Tu peux aller chercher d'autres financements. OK? Attends, OK. Ça veut dire qu'un entrepreneur qui est ici, avec 30 000 $, il a les outils pour pouvoir évaluer l'impact carbone, l'impact environnemental de leurs produits. Plus que ça, il a un outil digital et il fait le saut dans la digitalisation et la numérisation avec tous les avantages dont on va pouvoir parler. Et ce que je te dirais plus que ça, c'est un outil qui est de traçabilité à la base, ce qui va vous ouvrir la porte à tous les autres use cases. Et on parlait de retour sur investissement tantôt, là. J'en ai une liste, si tu me permets, Denis, je vais faire une petite liste parce que je sais que tu comptes le temps, là. Mais je peux vous parler de... Vous savez, travailler sur votre empreinte carbone, oui, ça peut vous permettre d'améliorer votre efficacité énergétique et du coup de réduire vos pertes. OK. Ça va vous permettre aussi d'améliorer l'efficacité de vos machines et tout ça et d'être plus productif. OK. Mais ayez une vision holistique là. Supply chain, on en a parlé tout à l'heure au dernier panel. Vous allez voir vos inventaires évoluer. Vous allez pouvoir mieux prédire votre capacité de production. Vos temps de livraison vont être mieux, vos roulements d'inventaire. Mais tout ça parce que vous voyez enfin ce qui se passe sur votre chaîne d'approvisionnement. Tous les systèmes sont connectés. Et ça, là, l'impact sur le bottom line, il est énorme. Alors oui, ils vont voir l'empreinte carbone, mais ils vont rentrer dans l'ère de la digitalisation qui va leur permettre d'être beaucoup plus compétitifs comme compagnie québécoise, en fait. Et d'ailleurs, il y a l'offensive de transformation numérique du gouvernement du Québec aussi qui offre des subventions à ce niveau-là. J'arrête ici. Question. Monsieur, il y a un micro, s'il vous plaît. Bonjour. Luc Poirier de chez Lumen, nous sommes un distributeur électrique, plus de 2000 fournisseurs et on se fait demander de nos clients industriels, commerciaux, peu importe. On commence à se faire demander les empreintes carbone qu'on a de nos pièces qu'on vend. Et quand on regarde les fournisseurs, on leur demande à leur tour, eux autres, un peu ce que vous avez mentionné, quelles sont leurs empreintes carbone. Oui, il y a les subventions, tout ça, les programmes, mais moi, ma question, c'est il y a une mondialisation dans la fabrication des pièces. Et je vais vous donner un exemple concret. Un digitateur de 15 ampères, les 3 plus grandes compagnies mondiales ne calculent pas de la même façon l'empreinte de fabrication de leurs produits. Ma question est, est-ce qu'il y a des engagements, exemple, dans des normes internationales de calcul pour que ce soit standard? Parce que là, on reçoit des données qui sont basées sur des algorithmes soit locales, provinciales, nationales, internationales, mais ils ne sont pas nécessairement communs. Puis ça devient complexe parce que là, on ne sait pas la valeur, la crédibilité de la donnée de l'empreinte. Excellente question. Miguel, qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer la crédibilité de ces données-là? OK. Donc, concrètement, ce que nous avons développé, c'est les Product Category Rules, les règles de jeu, justement pour quel type de données, quelle base de données, parce qu'il y a des bases de données, comme vous l'avez mentionné, de différents sites, quelles bases de données ont la crédibilité et ont le background scientifique qui vient derrière. On a suivi le standard ISO 14025, c'est pour les déclarations environnementales des produits. Donc, ce standard montre qu'est-ce qu'il faut capturer. Les ISO 14025 te réfère à ISO 14044, que c'est les analyses de cycle de vie, et il réfère aussi à ISO 14064, que c'est l'empreinte carbone. Donc, les 64, ils se divisent en 1, 2 et 3, et il y a un spécifiquement pour la déclaration. Donc, il faut checker si eux, ils ont utilisé ce type de standard. Bien sûr, ces standards, ils vont couvrir large. Ils ne sont pas vraiment spécifiques pour tel type de produit. Et je pense qu'une recommandation pourrait être aller voir dans les catégories de produits, dans les normes, s'il y a déjà une spécifique à équipement électrique, électronique. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est déjà applicable, mais ça existe déjà ce type de standard. Encore une fois, c'est sûr qu'il faut surveiller et peut-être harmoniser vous-même dans vos requis. Je veux que vous rencontrez tel standard, telle exigence.
pour pouvoir agréger vos données et démontrer à l'auditeur à un moment donné c'est quelque chose scientifique qui vient derrière. Bien, Florent, tu parlais de la tour de contrôle, tu parles tout à l'heure, tu parlais d'avoir un tableau de bord. Comment vous prenez ça en cause, les différentes références, là? Ben, c'est une très bonne question. Tu vois, là, on voit que Bombardier est allé sur le standard de ISO 14 avec les EPD, EPD en anglais, excusez-moi. C'est clair. Mais il y a d'autres standards. Hein. Puis, dépendamment des donneurs d'ordre, et c'est ça qui ne facilite pas la job de nous tous ici, des fois, tu vas avoir les Greenhouse Gases Protocol qui arrivent avec leur standard, qui est différent. Ils se ressemblent, mais il y a des différences. Ils ne comptent pas les mêmes gaz à effet de serre. Ils ne comptent pas de la même façon le scope 3. Puis, il va y avoir un autre qui ressemble beaucoup à EPD en Europe, qui est très fort, le PEFP, Product Environmental Footprint. Donc, bref, il y a des variantes. Alors, je comprends la problématique. Typiquement, c'est là encore où la numérisation va aider beaucoup, c'est qu'ils ont tous le même tronc commun. Il faut toujours capturer des données, il faut toujours faire des ACV, etc. Mais les petites variantes arrivent après. Donc, quand vous avez votre tronc commun qui est digitalisé, puis après, tu as juste à appuyer, je caricature sur un bouton, je veux un EPD parce que Bombardier me le demande, clac. Oh, je ne sais pas moi, j'ai un autre client qui me demande cette fois-ci un GHG protocol, clac, j'appuie sur ce bouton-là. À la fin, c'est le même pool d'informations, mais qui va être un peu traité différemment. Et dans certains cas, il faut se faire auditer par une tierce partie, dans d'autres pas. Enfin bon, je passe tous les détails. Mais c'est ça qui aide les fournisseurs comme vous à être aussi résilients et à être capables de faire de la business, oui pour Bombardier, mais pour les autres aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un pain point des fois de devoir répondre à un peu tout le monde qui a des petites variétés. J'avais vu une autre main levée où j'ai la berlue. Nicolas. Ah, ici, madame. Bonjour. Bonjour. Je me demandais pour la solution Optel, est-ce que les modèles d'affaires sont adaptés en fonction de la filière? Parce qu'on s'entend que traçabilité de CRD, ce n'est pas comme la traçabilité de plastique mix, ce n'est pas comme d'autres secteurs. Est-ce que votre solution s'adapte à plusieurs filières pour les matières résiduelles? Oui, ben en fait, la solution, elle s'adapte à chaque chaîne d'approvisionnement ou chaîne de valeur. Parce que même si tu es dans une même filière, il y a des belles variétés, merci. Donc en fait, c'est ça la beauté encore une fois, de la numérisation, c'est que tu peux t'adapter à chaque contrainte. Puis la chaîne, elle change. Hein. Et puis alors là aussi, il faut être capable de la faire adapter. Donc la réponse est oui. Cependant, il y a quand même toujours des mêmes grands blocs. Hein. C'est toujours, vous savez, on part du système manufacturier. C'est là où le produit naît. Je produis un produit, là. Je fabrique quelque chose. Et c'est là où j'ai mis, mettons, mon 1 et mon 2. Puis après, hop, on part en amont, puis hop, on part en aval. Et on fait tout le cycle de vie comme ça. Ça, c'est toujours la même philosophie. Par contre, il y a plein de spécificités, je te l'accorde. Il y a des endroits où on parlait aussi ce matin de recyclage, de revalorisation. Il y a des industries qui sont bien plus en avance sur la revalorisation. Ici, j'ai vu qu'il y a une compagnie extraordinaire qui s'appelle Lithium Recycling qui recycle le lithium. Le lithium, ben, ils pourraient vous en parler bien mieux que moi, mais ils arrivent à tellement plein de points dans la chaîne de valeur que pour eux, ben, la réalité de la chaîne de valeur, mettons de la batterie, va être différente. Quand on va être dans le plastique, c'est plutôt en fin de vie où là, on fait la revalorisation pour la réinjecter après. Donc, là, on rentre dans des subtilités. Je ne sais pas si... Il y avait une autre question. J'ai pas vu. Une autre question, oui. Oui, Nicolas. Oui, merci, Denis. Merci beaucoup. Vraiment très intéressant. Miguel, écoute, le travail colossal qui a été rendu. On comprend que vous êtes en train de tracer une voie. Je serais curieux de savoir, puis évidemment, ce qu'on ne mesure pas, on ne le gère pas. Après ça, il faut avoir des bonnes données, avoir des standards, évidemment. Je serais curieux de savoir, pour faire écho à l'indice de circularité, est-ce que vous avez dans votre déclaration environnementale de produits un contenu en technologie propre? Et là, je fais une passe à Denis qui s'intéresse beaucoup à ça, évidemment. Donc, un contenu, est-ce que vous savez le contenu en technologie propre que vous avez dans votre nouveau produit, dans votre nouveau jet? Merci Nicolas, la question est très pertinente. Je pense que, bien sûr, dans l'industrie aéronautique, les technologies qui vont réduire la consommation de carburant sont quelque chose qu'on fait à tous les jours. C'est-à-dire on veut minimiser l'impact de nos clients
à consommer du carburant et en même temps réduire son empreinte environnementale. Dans les cas des produits de haute technologie comme un avion, le Global 7500, on a designé par exemple les ailes pour performer à grande vitesse et à petite vitesse. Donc ça, c'est une première. La même chose, la capacité à atterrir l'avion à des courtes distances et à décoller en courte distance. On a, dans la déclaration environnementale des produits, la façon comme on l'a fait, c'est en analysant une métrique selon le volume de la cabine par une distance parcourue. Donc, toutes les données qui sont représentées là-dedans ont ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle de transporter un volume par une distance. Donc, toutes les données peuvent être comparées à ce niveau, à cet égard. Et les technologies qu'on a mises en place dans ce type de produits sont bien sûr traquées par une équipe qui s'appelle l'équipe de technologie stratégique. Et il y a plusieurs de ces technologies qui se retrouvent dans nos produits. Et comme tout bureau de projet, il va y avoir des technologies qui vont arriver au fur et à mesure. Vous avez vu, dans la dernière slide, on parlait du projet EcoJet. C'est une plateforme de recherche dans laquelle on va analyser de nouvelles technologies qui vont réduire drastiquement la consommation de carburant. Donc oui, ça se retrouve dans les déclarations environnementales produits. Bien sûr, les données sont expliquées à haut niveau, les résultats. Le rapport d'ingénierie est une brique comme ça, qui nous présente vraiment tout le détail, toute la substance de comment on peut améliorer nos produits pour le futur. Donc, on les mesure et aujourd'hui même, on est en train de designer l'avion du futur avec des critères d'éco-conception, des critères de durabilité qu'on a collectés avec nos fournisseurs, qu'on a collectés avec nos usines. Et voilà, donc on est en train de fermer la boucle à ce niveau-là. Miguel, tu nous donnes vraiment un aperçu d'une très grande entreprise quand tu dis épais comme ça, puis les données, puis les trentaines. Mais si on revient au plancher, les entreprises qui sont ici, puis qui se disent comment moi je peux faire, j'imagine qu'une fois, parce qu'on dit toujours, hein, tout ce qui se mesure peut être amélioré, mais ça prend la mesure avant. Alors, si une entreprise a un tableau de bord sur l'impact de son produit sur le climat ou les émissions de gaz à effet de serre ou l'utilisation d'eau, produits chimiques et autres, parce qu'il faut que ça soit quand même très large, par la suite, elle a quand même des bonnes références pour comment s'améliorer. Et ça, cette étape-là, elle est très importante si on parle d'un modèle dynamique de traçabilité. Et ça veut dire que ça se modifie en continu, finalement. Exact. Ben en fait, je vais aller un peu plus creux pour vous expliquer concrètement comment ça pourrait marcher, cet accompagnement, et comment dans une PME. Au début, si on parle d'empreinte carbone, on continue sur cette thématique-là. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est, si ce n'est pas déjà fait, vous faites une ACV organisationnelle, une analyse de cycle de vie, qui fera votre inventaire de GES, scope 1, 2 et 3. Et vous utilisez une plateforme numérique pour commencer à voir vos hotspots, vous commencez à voir, et puis même vous pouvez commencer à simuler avec ça, parce que ce qui est le fun avec un dashboard, c'est que là vous changez certains paramètres, puis là vous voyez, oh ok, si j'améliore mon efficacité opérationnelle dans mon usine ici, ben là ça fait réduire ça, si je change ma route logistique pour passer, au lieu de passer par des trains, par des camions, tout ça, fait que là vous commencez à jouer avec des paramètres, ça c'est de base. Puis ça c'est le 30 000 là, ça c'est vraiment accessible. Puis ensuite, ben là, vous allez grandir. Puis là, ensuite, vous allez vous dire, ben là, j'ai besoin d'aller plus creux dans ma chaîne. Et là, je décide ou pas. Ça vous appartient, c'est votre choix d'affaires. Et il y a des retours sur investissement, comme je dis, derrière des planifications stratégiques. Et c'est là où vous allez amener une autre portion donc je dirais, de traçabilité plus creuse dans la route logistique, par exemple. Puis ce que vous pouvez faire également, vous pouvez descendre votre analyse de cycle de vie organisationnel en une analyse de cycle de vie de produits. L'équivalent de ce qu'ils ont fait sur un avion, vous pouvez le faire sur un shaft d'aluminium. Puis là, vous voyez ce shaft d'aluminium, lui, c'est quoi son empreinte carbone à lui, là? Scope 1, 2 et 3. Et encore une fois, vous pouvez aller en amont, vous pouvez aller en aval. Et ensuite, vous pouvez avancer. Et je vous dirais des use cases aussi qu'on voit beaucoup, c'est que nos clients vont vouloir, dans certains cas, descendre à une traçabilité physique. Ils ne vont plus suivre juste des numéros de lot, ils ne vont plus juste suivre des transactions commerciales, ils vont suivre un code QR, mettons sur un produit, ils vont suivre un RFID,
ils vont suivre. Et là, quand vous êtes capable de suivre physiquement un produit à travers vos warehouses, à travers vos camions, oui, vous mesurez en plus votre empreinte carbone de cette palette, parce que j'ai vu la palette se promener dans le warehouse, mais en plus, quand je vous parlais d'inventory turn ou bien d'on-time delivery, ben là, vous commencez à avoir de l'info pas mal. Là. Donc là, et c'est là où, avec les compagnies, ben, ils voient les valeurs et la valorisation de la donnée, et c'est comme ça que ça a grandi, en fait. Et si on regarde là, terre à terre dans votre quotidien, bien, il y a des organismes, il y a des programmes qui peuvent vous aider à améliorer l'empreinte environnementale, l'empreinte climat de votre produit. Tu sais, on a nos amis du CRIC ici qui aident les entreprises du Québec à le faire. Je t'ai donné beaucoup de publicité, je vais en prendre un petit peu si tu permets. Écotech Québec, je ne me suis même pas présenté. Vas-y, Denis. Écotech Québec, je suis président d'Écotech Québec. Écotech Québec, c'est la grappe des technologies propres du Québec. Alors, on rassemble l'écosystème des technologies propres, des financiers aux innovateurs, en passant par les universités, les centres de recherche, également les utilisateurs. Et je ne suis pas supposé de vous dire ça tout de suite, mais je vais vous le dire pareil, mais ça ne vient pas de moi, OK? Écotech, on va annoncer dans quelques semaines qu'on offre un programme d'accompagnement pour les entreprises qui sont à la recherche d'une solution innovante pour améliorer leur efficacité opérationnelle et en même temps réduire l'impact sur l'environnement, réduire l'impact sur le climat. Vous viendrez me voir au lunch ou après-midi, je pourrais vous en dire davantage. Je ferme ma publicité, mais tu permettais, oui, c'est bon. Bravo. Non, parce qu'on va peut-être travailler ensemble, c'est ça que ça veut dire. Miguel, la question, parce que on parlait de déclaration environnementale, vous êtes la première entreprise en aviation à le faire, mais ça devient une contrainte, là. Ça devient une obligation dans votre secteur d'activité. Pas tout à fait. Non? Non. On était les premiers à le faire parce qu'on y croyait. On y croyait à la transparence. On veut être transparent envers nos investisseurs, envers nos clients, envers la communauté, envers nos employés. On voulait démontrer, hey, voici notre portrait aujourd'hui. Voici notre portrait aujourd'hui. On écoute bien comment ça travaille fort. Et donc, du coup... Ils sont d'accord avec toi. Ouais. Donc, du coup, cette analyse et ce portrait nous a permis de comprendre davantage où est-ce qu'on avait des gains à faire en termes de réduction d'impact environnemental. Et en faisant les Product Category Rules, c'est-à-dire les règles qu'on a publiées, on a donné quelque chose à l'industrie pour utiliser comme modèle pour faire les propres déclarations. Aujourd'hui, il n'y a aucun compétiteur Bombardier qui fait une déclaration environnementale produit. On est les seuls et on continue à être les seuls à le faire. Pourquoi? La supply chain. Ils ne sont pas capables de convaincre la supply chain de fournir ces informations. Et franchement, on a eu beaucoup de chance, mais on a bossé fort pour arriver. Mais on est fiers de ça, c'est-à-dire on a une bonne relation avec nos fournisseurs qui nous permet de déclarer l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale, parce que ça va au-delà de ça, d'un produit. Dans d'autres types d'industries, les déclarations environnementales produits sont des requis d'entrée pour gagner un contrat, surtout en Europe, en Suisse. Le gouvernement suisse, pour acheter des chaises pour l'école, il va demander des déclarations environnementales de produits pour être admis comme un minimum des critères admissibles. Donc, on était précurseurs et on continue à l'être. Ça n'existe pas les standards aviation. L'OACI a salué l'effort de Bombardier, mais moi, j'aimerais un jour un de nos compétiteurs fasse une déclaration environnementale produit pour dire « Hey, finalement, on n'est pas tout seul et on bouge tous dans le même sens ». Et comme ça, la supply chain globale va bouger dans le même sens, pas simplement notre supply chain. Quelques-uns des fournisseurs sont les mêmes des autres, c'est sûr. C'est un petit monde quand même, mais j'aimerais ça un jour pour pouvoir commencer à se comparer. Parce que l'idée de la déclaration environnementale produit, c'est basé sur l'unité fonctionnelle. Et l'unité fonctionnelle, c'est la seule mesure qui peut te dire, OK, comparable ton avancement versus un autre compétiteur. Finalement, vous êtes un catalyseur dans votre secteur d'activité. Florent, ta solution, si ça existait, on l'aurait. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que ça a l'air quasiment trop beau.
la solution de traçabilité, il doit y avoir des freins à cette utilisation-là. Qu'est-ce qui fait que tout le monde n'a pas une? Oui, ben c'est devenu démocratisé, je te dirais, depuis peu, parce qu'au début, c'était les grosses compagnies qui pouvaient se la payer, ça coûtait cher. Ça, c'était un frein. Fait que tu avais les gros qui utilisaient la traçabilité. Puis, on a travaillé, si je parle de notre expérience, avec les gros pour les accompagner. Puis, petit à petit, ben, la technologie s'est démocratisée et maintenant, elle est devenue vraiment, vraiment accessible. Donc, ça a enlevé une limite. C'est pour ça que si on avait fait ce panel-là il y a 3 ans, j'aurais jamais pu parler ici, là, parce que c'était pas... J'aurais juste parlé à Bombardier puis ça s'arrêtait là, mais pas au réseau PME. Mais aujourd'hui, on peut faire ça. Donc ça, c'est un des raisons. L'autre raison, je ne vous le cacherai pas, et Miguel est très bien placé pour savoir, c'est le partage de la donnée, parce qu'à un moment donné, dans tout ça, il faut collaborer. Quand on commence, peut-être pas tant, mais dès qu'on enchaîne, il faut collaborer. Et les gens ont du mal à collaborer, de base. Donc en fait, toujours problématique de compétitivité, problématique de peur, etc. Cependant, aujourd'hui, on voit les changements générationnels, les technologies, encore une fois, font que la collaboration est plus dans nous êtres humains. Donc ça enlève aussi des grosses barrières de comportement qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont plus tendance à vouloir partager la donnée. La donnée peut être anonymisée, la donnée peut être sécurisée, la donnée peut être agrégée, mais je peux quand même la partager parce que je crois dans le partage, dans la collaboration des systèmes et tout ça, ça me rapporte pour ma business une valeur. Si je collabore, si l'aluminium, les alumineries là au Canada collaborent ensemble, c'est parce qu'ils ont un avantage compétitif, parce qu'on peut comme ça aller compétitionner les Chinois qui sont le noir aluminium, mais nous, on est vert, ben en se mettant ensemble, on vient de créer un intérêt commun. Ben ça, tu vois, il y a 3-4 ans, il n'y avait pas ça. Ben aujourd'hui, il y a ça. Donc ça, c'était des freins qui sont en train de disparaître. Et moi, je te parie qu'ici, dans 2 ans, les systèmes de traçabilité vont être comme des systèmes ERP. On va en entendre parler un peu partout, puis les compagnies vont se guérir de ces affaires-là. Peut-être dans 5 ans, là, mais... Non, dans 2 ans. Soyons, Daniel. Soyons agressifs un peu. J'ai une question. Denis? Oui, Daniel? Oui, ici. Oui, OK, t'es là. Excuse-moi. Oui. Bonjour à vous 3. J'ai une question en fait pour Miguel et une autre pour Florent. En fait, Miguel, d'ailleurs, bravo pour, évidemment, la CV, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça a commencé avec la série C et puis maintenant, je suis content que vous en faites une sur le Global 7000. En fait, ma question est de savoir, au niveau de l'éco-conception, tu as montré en fait un peu l'aéronef du futur, là. Un des gros problèmes des aéronefs, c'est la fin de vie en fait. Est-ce que dans la conception des futurs aéronefs, on va être capable de réutiliser un maximum de composantes pour fabriquer d'autres aéronefs? OK. Excellente question. Merci. En fait, oui, la phase de fin de vie, c'est un composant indéniable dans l'empreinte de ce type de produits. La complexité de la fin de vie des produits aéronautiques, c'est savoir où est-ce qu'ils vont finir un jour. Parce que les clients, ils peuvent vivre n'importe où dans le monde et peut-être dans ce pays, on n'aura pas une filière de recyclage ou de valorisation, de réutilisation. C'est un peu compliqué. Et ça va être dans 25 ans, 30 ans. Donc, la technologie aura évolué, c'est sûr. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait avec l'analyse des cycles de vie, c'est prospectivement, on dit voici l'analyse d'impact sur la fin de vie, les taux de recyclabilité, valorisation, et les critères qu'on choisit de mettre dans la conception, des choix de conception, sont déjà intégrés. Donc on choisit un critère de circularité ou de recyclabilité à certains égards pour dire, OK, de quelle façon la pièce peut être durer plus de temps dans la fonctionnalité. C'est-à-dire, est-ce que cette pièce peut être réparée, est-ce qu'elle peut être réutilisée d'une façon ou d'une autre. Malheureusement, dans les cahiers des charges de l'aéronautique, il n'y a pas beaucoup de place pour des matières recyclées, valorisées. Ça, c'est par des questions de sécurité. Les requis sont toujours de matières vierges, avec un standard de qualification sur la traçabilité, justement pour savoir comment elle était formée. Cependant, ce que nous faisons, c'est est-ce qu'on peut trouver une autre vie pour cette matière ou pour cette pièce? Et on a fait des projets de démonstration, en fait, dans lesquels on peut dire, OK, il y a des pièces d'avion, on a démantelé un avion, le MV412, c'est un projet de recherche qui a démontré qu'on peut recycler un avion à un taux de 80% à peu près. Les 20% qui restent, ça vient surtout de l'intérieur de l'avion. L'intérieur de l'avion est plus complexe en termes de matériaux, multicouches,
Donc tout ça, ça nous amène à mieux concevoir et on est en train d'intégrer ces critères de recyclabilité ou de facilité à démanteler les pièces ou séparer les matériaux pour pouvoir les réutiliser dans une autre industrie. Ouais. Donc c'est là où je pense que c'est l'intérêt de faire une espèce de synergie industrielle avec des autres types d'utilisateurs des matériaux qui viennent de l'industrie aéronautique pour pouvoir l'intégrer. Un jour, peut-être, on aura beaucoup plus de meilleure traçabilité et de qualité sur les matériaux pour l'introduire dans nos avions. Il y aurait peut-être encore de la recherche à faire. En fait, il y a de la recherche à faire sur le désalliage, j'imagine, pour être capable de récupérer les composantes de base et puis être capable de les remettre sans faire de sous-cyclage, mais de garder la même valeur. Florent, en fait, on parle beaucoup d'empreinte carbone, évidemment, parce que c'est une urgence, l'urgence climatique, mais on va avoir la COP15 bientôt à Montréal au mois de décembre. La biodiversité est probablement l'éléphant dans la pièce, là. On va entendre de plus en plus parler. L'économie circulaire est une façon, je pense, d'attaquer ce problème-là, parce qu'évidemment, si on utilise moins de ressources vierges pour avoir le même niveau de confort, on devrait avoir normalement un impact moindre sur la biodiversité. Est-ce qu'au niveau de la traçabilité, l'impact biodiversité commence à être discuté? Oui, elle est discutée, elle est à l'agenda. Je te dirais, elle l'était beaucoup plus que ces derniers temps, parce que là, l'empreinte carbone a pris beaucoup de place dans le ESG, là, vraiment, mais elle est toujours là, Puis là, on sent qu'elle est en train de retrouver peut-être ses lettres de noblesse. Donc oui, puis à la fin, les use cases sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire qu'au lieu de mesurer une empreinte carbone, on mesure une empreinte biodiversité, et puis on est capable de montrer toute l'empreinte d'une chaîne de valeur au complet sur le paramètre, je dirais, biodiversité. Donc je confirme qu'il y a de plus en plus de traction là-dessus. Les gens se voient, tu le vois au niveau du World Economic Forum ou dans d'autres organisations planétaires, c'est à l'agenda des discussions. Les gros donneurs d'ordre se questionnent là-dessus. Donc oui, c'est là. Donc la capacité de mesurer, en fait, puis de tracer, en fait, ça existe en ce moment. Il s'agit maintenant d'avoir une traction sur les entreprises, oui, des entreprises. Mais c'est quand même plus dur à tracer, si je peux me permettre, parce que l'empreinte carbone, même si c'est hyper complexe, on va dire que c'est toujours la même chose. C'est une empreinte carbone, c'est des gaz d'effet de serre. Okay, puis bon, il y en a plusieurs qui contribuent, les gaz d'effet de serre, mais mettons, quand tu rentres dans la biodiversité, au purée, qu'est-ce que ça veut dire biodiversité, complexe, ouais. Tu comprends là? C'est qu'alors là, c'est rendu plus difficile. Ouais. D'accord, merci. Merci. Une autre question ici? Oui, bonjour à vous trois. J'avais une question pour Monsieur Garcia. J'étais curieuse de savoir comment est-ce que vous aviez utilisé les DEP comme un critère de sélection pour vos fournisseurs. Comment vous les comparez entre eux? Est-ce qu'il y a un minimum de passage? Est-ce que c'est une pondération que vous allez attribuer au meilleur DEP, la meilleure performance environnementale? Comment vous faites cette évaluation-là? Donc, la déclaration environnementale produit qu'on a fait, c'est notre déclaration, c'est-à-dire c'est notre déclaration qui on dit voici notre produit, notre empreinte. Bien sûr, on a utilisé les données des fournisseurs pour pouvoir la réaliser. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, pardon, 100% de l'empreinte carbone de l'avion complet, ça appartient à Bombardier. Le reste, c'est la chaîne d'approvisionnement et l'utilisation du produit. Donc, du coup, il faut vraiment travailler avec la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir dérisquer tout ce qui est impact environnemental, tout ce qui est changement climatique, consommation d'eau, biodiversité. Tout ça, c'est dans leur intérêt et dans notre intérêt à la fin parce que c'est un produit qu'on vend à nos clients et on montre c'est quoi sa fiche produit. Mais ce qu'on veut faire, c'est aujourd'hui qu'on a des données qu'on a collectées de cette supply chain, de challenger notre fournisseur, on dit OK, vous avez dit que vous consommez, je ne sais pas, 3 millions de mètres cubes d'eau pour fabriquer X quantité de pièces. Donc aujourd'hui, 5 ans plus tard, de quelle façon vous vous êtes amélioré? Est-ce que vous avez mis en place de nouvelles technologies? Tout ça, on aimerait le savoir. Et c'est là l'option dynamique peut nous aider à dire OK, peut-on faire ça plus vite et l'avoir comme ça? C'est intéressant parce qu'on a passé beaucoup de temps à discuter avec les fournisseurs, à savoir comment faire, des ententes de confidentialité aussi, parce que les données, c'est pour ça qu'on ne publie pas les données des rapports d'ingénierie, parce que c'est des données confidentielles des fournisseurs, on comprend bien qu'il y a des méthodes secrètes, une façon de faire. Donc, je pense que dans l'avenir, je vois ça comme un critère de challenge pour la supply chain, de dire de quelle façon vous améliorez à fur et à mesure que vous développez des produits. Et nous, on bénéficie de ça. Donc, à la fin, on a un produit plus propre
Mais les challenges se trouvent dans la supply chain dans l'avenir. Juste pour compléter ça, sachez qu'avec les carburants alternatifs qu'on est en train de développer ou utiliser de plus en plus, l'impact de l'utilisation va être réduit de beaucoup. Donc, du coup, encore une fois, plus de spots sur l'empreinte de la supply chain qui va être de plus en plus visible. Notre session tire à sa fin. Et là, vous vous demandez, c'est quoi votre prochaine étape? Il y a une autre question. Prochaine étape? Pardon? Oui. Il y avait une autre question? Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Pas de problème. Merci beaucoup. Éric Vigneault, du Bureau de normalisation du Québec. La question est pour M. Garcia. Dans votre rapport, vous utilisez beaucoup de données, justement, de vos fournisseurs, puis oui, vous donnez des guidelines, mais comment vous assurez de la crédibilité des données qu'ils vous donnent et vous assurez qu'ils vous donnent la vraie donnée que vous voulez avoir? Parce que, bien beau demander une donnée, mais ils peuvent un peu vous donner, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais il faut quand même que vous ayez une confiance avec eux. Donc, de quelle façon vous assurez que les données sont crédibles et c'est vraiment les données que vous voulez avoir? Merci beaucoup pour la question. En fait, dans le processus d'ingénierie, on a des documents qu'on envoie à nos fournisseurs. Ces documents qu'il faut remplir, qui suivent certains standards d'ingénierie. Donc, bien sûr, il y a des documents de validation. Donc, la personne qui va me soumettre des données, il va falloir qu'il montre la traçabilité en termes d'approbation de son vice-président qui s'engage carrément que les données sont réelles, fiables. Et on a introduit aussi des paramètres dans la donnée qui permet un peu de flexibilité aux fournisseurs en disant ces données ont été mesurées, ces données ont été calculées ou autre type de méthodologie. Parce qu'au départ, c'est clair que quand on développe un produit, et eux-mêmes, ils ne savent pas encore la donnée finale, donc ils vont d'abord faire des calculs, ils vont dire j'espère que cette pièce va peser tant, il va être fabriqué de tel matériau. Et ça, petit à petit, ça va évoluer jusqu'à la version finale. Mais à un moment donné, on ne peut pas aller faire des audits directement chez les fournisseurs et mesurer nous-mêmes pour aller savoir si la consommation énergétique de ton usine est réelle. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un peu les mêmes types de pièces de différents fournisseurs, même type de matériaux, pour voir si la consommation d'eau, par exemple, ou d'énergie était comparable. Et comme ça, on a pu voir certaines erreurs de calcul et on l'appelait, on lui dit, je pense que tu t'es trompé dans les calculs. Donc là, il a dit, oui, c'est vrai, j'ai multiplié par je ne sais pas quoi et finalement, on a pu corriger certaines données comme ça. Mais c'est sûr, c'est en ayant de la visibilité sur tout qui nous permet de faire ce type d'analyse. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas aller chez les fournisseurs pour faire tout ce type d'analyse, ça coûterait tellement cher. À un moment donné, la confiance, il faut qu'elle soit là. Je ne sais pas si Florent, tu as quelque chose à ajouter à ça, mais... Non, je confirme. Puis j'aime bien ton idée de détecter des anomalies. Là, c'est vraiment souvent le point d'entrée, comme ce que vous avez fait. Là, tu dis, il y a un problème ici, là, ça n'a pas de bon sens. Puis travailler avec le fournisseur. Bien d'accord avec toi. Nos conférenciers restent avec nous pour le lunch. Je vous invite à aller les voir et à poser des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser ou vous étiez gêné pour les poser. Moi, ce que je retiens, c'est ceci. C'est qu'il y a des outils qui existent qui peuvent vous aider comme entreprise à mieux connaître votre impact de vos produits, de l'entreprise aussi, sur le climat, sur l'environnement. Pourquoi? Parce que vos clients vont vous le demander éventuellement. Peut-être qu'ils vous le demandent déjà. Alors, sécuriser le client. Deuxièmement, augmenter votre part de marché. Parce que si vous êtes le premier à le savoir, vous êtes en mesure de promouvoir votre produit en conséquence. Alors, premier avantage, commercial. Deuxième avantage, Miguel, tu l'as dit rapidement, au niveau des employés. Transparence au niveau des employés. Vous le savez aujourd'hui, rétention et attraction de la main-d'œuvre, très difficile, mais les employés veulent travailler pour des entreprises responsables qui font les bons gestes. Alors ça, c'est un autre avantage super important. Troisième avantage, votre coût de capital. Vous voyez des taux d'intérêt qui augmentent, là, mais vous voyez également qu'il y a de plus en plus de programmes financiers
qui vont réduire le taux d'intérêt si vous atteignez vos cibles environnementales ou climatiques. Parlez-en à votre banquier, à votre institution financière. Il y a de plus en plus de programmes dans ce sens-là. Vous allez réduire votre coût de capital pour pouvoir progresser, faire progresser votre entreprise et vos produits. On s'arrête là. Merci beaucoup de votre attention. Merci Florent. Merci Miguel. Il mérite une bonne main d'applaudissements. Merci. Merci.